Salut l'équipe. Aujourd'hui, nous allons parler de la vengeance. La vengeance est un comportement bien enraciné. Le primatologue Franz de Waal a depuis longtemps montré que nos cousins chimpanzés semblent bien connaître la règle dite de l'altruisme réciproque, à savoir qu'ils gardent en mémoire les services et actes de coopération dont ils ont bénéficié et y répondent en conséquence. Mais cette règle vaut aussi dans l'autre sens. Ils gardent également en mémoire les actes négatifs qui ont été perpétrés à leur encontre et attendent patiemment leur propice à la vengeance. Ce type de comportement nous a été transmis au fil des milliers de générations d'hominidés. On peut donc affirmer qu'il y a eu une valeur adaptative. En d'autres termes, il doit bien procurer quelques avantages. En effet, nous ne sommes pas des chimpanzés, mais les premières sociétés humaines étaient familiales et claniques. En cas d'agression, il était vital pour chacun et pour le clan de se défendre. La capacité de se venger d'un acte négatif et la démonstration de cette capacité constituaient des marqueurs sociaux de première importance. La personne qui ne réagissait pas pouvait être considérée comme une proie sans défense, et surtout du point de vue des personnes qui sont hors du clan. Le recours à la vengeance en cas d'agression constituait donc une norme. Un crime qui n'avait pas été vengé par ses victimes devait être vengé par les descendants. Les sociétés humaines, devenant de plus en plus complexes, aux structures et règles familiales claniques se sont superposées des structures et règles étatiques et politiques. Des systèmes de justice centralisés ont été mis en place, dont nos tribunaux actuels sont les héritiers. Ces systèmes n'ont pas éliminé les pratiques anciennes. Les deux types de systèmes se sont simplement ajustés l'un à l'autre. À côté des décisions de justice, il y a toujours eu des vengeances personnelles. Dans certains cas, des actes de vengeance personnelle sont considérés comme punissables, notamment dans le cas d'homicide. Dans d'autres cas, ces actes de vengeance ne sont pas considérés comme contraires à la loi. Cesser de voter pour le député de son parti parce qu'il a refusé une faveur personnelle est admis. Passer la nuit avec le collègue de son petit ami pour le punir de son infidélité est aujourd'hui admis. Étienne Mulet dit alors: si le désir de vengeance est un sentiment naturel, est-ce qu'il faut y succomber? Dans de nombreux cas, il est plus avantageux pour tout le monde de cultiver le pardon. Lorsque nous pouvons pardonner, de nombreuses études de psychologie ont montré que nous nous sentons mieux, comme débarrassés d'une charge, et que nous pouvons tourner la page pour construire l'avenir. Mais cette démarche est parfois très difficile à entreprendre. Elle dépend notamment de l'attitude de l'offenseur. Par exemple, est-ce qu'il manifeste des regrets? Mais aussi de la nature de l'offense. Sauf qu'il arrive que l'offense soit perçue comme trop douloureuse. Le ressentiment peut alors s'installer et nourrir ce fameux désir de vengeance. Qu'est-ce qui nous rend furieux dans une offense? Des recherches ont été menées par des chercheurs français dans un cadre qui réunit plusieurs composantes de l'offense, du ressentiment et du pardon. Il s'agit des situations d'erreur médicale. Dans ce type de situation, un fort ressentiment peut submerger les victimes et leurs proches, et l'issue dépend de plusieurs facteurs. L'équipe de psychologues auteurs de cette étude a voulu en étudier 5. Il s'agissait du degré de proximité avec le médecin, par exemple le médecin de famille, de la possibilité d'une négligence de sa part, de la gravité des conséquences du traitement erroné, de la présence d'excuses véritables de la part du médecin, et de l'état de guérison actuel du patient. Les participants étaient essentiellement des adultes âgés de 18 à 80 ans, à qui l'on a demandé d'estimer le niveau de désir de vengeance qu'ils éprouverait dans chacune de ces situations. Parmi ces 5 facteurs, les 3 les plus déterminants ont été, par ordre d'impact, la négligence, la présence d'excuses et la gravité des conséquences. Alors on peut en déduire que les facteurs qui sont liés au comportement du médecin se sont révélés beaucoup plus importantes que la souffrance endurée ou l'état actuel du patient. Par conséquent, il semble être naturel de vouloir se venger si l'on a le sentiment que quelqu'un s'est comporté de manière inadmissible, ne présente aucun remords et si son comportement a de lourdes conséquences. Les études de psychologie montrent que le désir de vengeance n'est pas tout à fait identique chez la femme et chez l'homme. Dans certaines expériences, il est demandé à des volontaires de s'imaginer dans des situations hypothétiques pénibles et de dire à quel point ils se sentiraient insultés ou rejetés. On leur demande ensuite de préciser quelle serait leur envie de vengeance. Lorsque l'offenseur est une simple connaissance, hommes et femmes expriment le même désir de vengeance, et ce désir dépend surtout du manque de respect ressenti. Mais lorsque l'offenseur est le partenaire amoureux, le désir de vengeance est alors différent chez l'homme et chez la femme. Il est plus élevé chez la femme, et il dépend certes d'un sentiment de manque de respect, mais aussi d'un sentiment de rejet. Ainsi, une femme se sentant humiliée et rejetée aura tendance à se venger plus puissamment, et ce désir de vengeance pourrait être parfaitement ressenti par celle qui s'identifie à elle. Répliquer après une offense est naturel et nécessaire. Mais jusqu'où doit-on aller dans la réplique? C'est la question que se pose Étienne Mulet. C'est le mathématicien Robert Axelrod qui a apporté un début de réponse à cette question. Il a exploité des jeux très simples où deux personnes doivent coopérer pour gagner une certaine quantité d'argent. Si l'un des deux triche au départ, mais que l'autre est honnête, le premier gagne beaucoup au début et le second rien. Si, au coup suivant et par esprit de vengeance, le joueur lésé triche également, personne ne gagne. Au troisième coup, si le premier décide de coopérer et le second, anticipant un changement positif chez son partenaire, décide de coopérer également, alors les deux gagnent de nouveau. Mais si l'offensé persiste dans son attitude vengeresse, alors c'est à son tour de gagner plus d'argent, tandis que le premier ne gagne rien. Alors, Axelrod a constaté que les joueurs qui ne se vengent jamais sont généralement lésés, car les tricheurs se sentent libres de continuer leurs méfaits. Mais il a eu la surprise de constater que les vengeurs durs, ceux qui restent sur leur position et font durer la vengeance, gagnent encore moins que les autres. Le meilleur comportement,
celui qui rapporte le plus de gains est celui qui pratique le coup pour coup. Il se venge un coup si l'autre triche un coup, mais cesse alors de se venger si l'autre se comporte bien avec lui. Il ne triche jamais le premier, mais si on le trompe, il riposte de façon mesurée. Ainsi, il évite de se faire dépouiller, mais reste perçu comme un partenaire avec qui on peut coopérer. C'est ce que Étienne Muller appelle la sagesse de la vengeance proportionnée. Ce système est tellement fiable qu'il fonctionne aussi bien avec un joueur humain qu'avec un programme informatique conçu pour adopter ce comportement. C'est donc très simple. Le seul problème étant qu'en matière de vengeance, les émotions prennent souvent le dessus. Par exemple, une chercheuse a étudié la tendance au ressentiment durable chez 47 détenus en milieu carcéral, qu'elle a comparé à près de 300 personnes d'âge et de niveau social similaires. Elle a montré que les personnes ayant commis un homicide avaient une tendance au ressentiment durable nettement supérieure, et que cette personne prédisait l'incarcération indépendamment du niveau général d'agressivité. Une part au moins des homicides résulte donc d'actes de vengeance directement liés à la difficulté à gérer émotionnellement son ressenti. C'est dire si l'embrasement émotionnel joue un rôle important et peut conduire à dépasser la juste mesure. À cela, on ajoute la blessure narcissique, que beaucoup peuvent ressentir. Les personnes ayant un très haut niveau de narcissisme supportent très mal l'offense et en conçoivent un désir de vengeance plus brûlant que les autres. C'est ce que nous souffle le sens commun, mais aussi ce que confirment des études en laboratoire. Par exemple, des joueurs mis en face à face dans des jeux où il est possible de se venger d'un adversaire si celui-ci nous cause du tort ont révélé que les personnes qui se vengent le plus sont celles qui présentent un fort niveau de narcissisme. Dans les milieux du pouvoir et de la politique, où le narcissisme est d'autant plus grand que l'image et les médias jouent un rôle omniprésent, il n'est peut-être pas étonnant que la vengeance s'exprime parfois au grand jour, dans la presse ou dans les livres. Malgré tout, il vaut mieux réfléchir à deux fois avant de se venger. D'une part, notre réputation pourrait en pâtir. C'est ce qu'ont montré les études réalisées en milieu scolaire. Les chercheurs ont demandé à des enfants d'indiquer s'ils souhaiteraient plutôt ne plus penser à une insulte, comprendre l'offenseur ou se venger. Ils ont ensuite constaté que les enfants qui choisissent de se venger sont alors moins recherchés par leurs semblables. Mais au-delà de ces effets de popularité, la vengeance n'est guère bénéfique à la santé. Ces effets sont ceux d'un acide qui corrode lentement. Pour l'instant, les preuves en ce sens se concentrent sur des situations extrêmes. Une équipe américaine a examiné les conséquences de la destruction du World Trade Center chez 45 victimes directes de l'attaque. Ils ont constaté que le désir de vengeance ou de politique autoritaire et belliqueuse était associé à des tendances dépressives et à des niveaux élevés de stress post-traumatique. Les auteurs ont alors conclu que de tels changements de conviction associés au désir de vengeance ne sont pas bénéfiques pour la santé mentale. Cet effet a aussi été observé auprès de 1400 Kosovars, albanais, victimes des actions de l'armée serbe en 1998. En 2000, entre 35 et 45% des participants, particulièrement les femmes, exprimaient un désir de vengeance vis-à-vis des Serbes. Chez eux, les scores de stress post-traumatique étaient nettement supérieurs comparés aux scores des personnes qui n'exprimaient pas ce désir. Évidemment, le désir de vengeance est probablement lié à la souffrance subie, qui explique aussi le syndrome du stress post-traumatique. Il est probable que le désir de vengeance n'aide pas, dans ce cas, à améliorer l'état psychique de la personne concernée. Une équipe allemande a alors examiné, chez 330 anciens enfants soldats ougandais, la relation entre, d'une part, la gravité des traumas vécus et le niveau de violence domestique vécu, c'est-à-dire perte de membres de la famille, et d'autre part, divers paramètres psychologiques, comme le désir de vengeance et le niveau de stress post-traumatique. L'intensité du stress est liée au niveau de violence domestique, mais au-delà à la volonté de vengeance. À un niveau de violence domestique équivalent, les enfants présentant une tendance à la vengeance étaient également ceux dont le niveau de stress était le plus élevé. Des chercheurs iraniens ont quant à eux examiné chez 84 vétérans de la guerre Iran-Irak de 80-88 la relation entre niveau de stress et tendance au ressentiment durable, un niveau moyen de stress post-traumatique encore très élevé. 25 ans après la fin du conflit a été observé. Comme dans les études précédentes, une relation forte entre le ressentiment durable et le stress post-traumatique est apparue. Et il faut savoir que d'autres études ont été menées, au Cambodge et au Rwanda notamment, et les résultats vont dans le même sens. Il faut bien comprendre qu'un désir de vengeance qui dure trop longtemps mobilise les ressources de l'organisme et du cerveau. Il entraîne un mal-être, une tension permanente, dont les conséquences peuvent être désastreuses. La personne qui cherche toujours à se venger 25 ans après l'affront est manifestement l'esclave de rumination qui l'empêche d'aller de l'avant. En soi, chercher à se venger n'est pas contre nature. Juste après une transgression, le ressentiment et même le désir de se venger sont des réactions émotionnelles naturelles. Une personne qui ne se sentirait pas offensée après une transgression manquerait probablement de respect pour elle-même. Si ressentiment et désir de vengeance perdurent ou se matérialisent, ils risquent d'affecter la victime en profondeur. Stress et dépression ne demandent alors qu'à entrer en scène. Par ailleurs, il ne semble pas qu'une stratégie de vengeance apporte, sur le long terme, du moins au XXe et XXIe siècle, des bénéfices susceptibles de compenser ces inconvénients. Au mieux, elle éloigne les proches, car quelqu'un qui veut se venger inquiète. Au pire, elle ouvre un cycle néfaste et peut même conduire en prison. Merci à vous.